suis ravie de pouvoir recevoir ce soir le professeur Michel Lejoyeux, qui porte bien son nom et qui a écrit plein de livres sur le bonheur et sur la santé surtout. Je vous le présente donc avec tous ses titres et tous ses travaux qu'il a commis. Donc il est addictologue et psychiatre. Addictologie, c'est sa spécialité. Il est chef de service dans 2 hôpitaux parisiens, Bichat et Maison-Blanche. Et il enseigne également à la faculté de médecine à Paris 7, Paris Diderot. Donc il est auteur de nombreux livres, dont des best-sellers que vous pouvez trouver sur le site, sur différents sites, entre autres Rencontres et débats autrement. Et parmi ces livres, le dernier en tout cas, est celui dont il sera question ce soir plus particulièrement, la bonne humeur, non, les 4 saisons de la bonne humeur. Il met bien un point sur la variation du temps qui se répercute aussi sur notre mentalité, sur notre bien-être. Et il donne des recettes pour chaque saison en fait. Donc le sous-titre est également intéressant, c'est un programme annuel de santé pour le corps et l'esprit. Et tout est là, le corps et l'esprit. Parce que le professeur Lejoyeux met beaucoup l'accent sur cette alliance qui passe aussi par la méditation, qui passe par le bien-être de l'esprit. Par exemple, à la question, est-ce que, la question qui est la thématique de ce soir, être heureux, ça s'apprend? Moi, j'ai mis un point d'interrogation, mais bon. Oui, mais chacun son interprétation, parce qu'il est persuadé que oui, donc il a raison. Moi, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il y a débat. Et débat, ensuite, c'est à vous aussi de poser des questions. Donc, oui, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'apprend? Oui, il est persuadé que oui, parce qu'on peut, peut-être pas le bonheur, il est juste un degré au-dessous, peut-être en disant, oui, peut-être pas le bonheur, mais la bonne humeur, oui, ça s'apprend. Et muscler sa bonne humeur et son optimisme, ça s'apprend. Pourquoi et comment? Ben voilà, il donne plein de recettes. Je vais vous donner simplement les plus drôles. Se brosser les dents régulièrement, c'est inattendu, bien sûr, mais il paraît que ça marche. Mais aussi bouger, ça, on le sait déjà, au moins 8 minutes par jour en marche tonique. Et puis, manger des cornichons, ça vous le saviez, moi je ne le savais pas, mais j'en mange, donc voilà, des choses comme ça qui passent par des choses qui sont accessibles à tout le monde et que tout le monde peut pratiquer. J'ai oublié casser son miroir grossissant, le miroir grossissant, on dit, dans la salle de bain pour ne pas commencer la journée en mauvaise humeur parce qu'on a une mauvaise image de soi, parfait. Donc remplacer ça par des brosses à dents. Donc voilà, voilà des choses, boire du thé vert, manger 3 fois par semaine du poisson. Tout cela, c'est accessible à tous, effectivement, et ça donne des résultats, vous allez le voir tout à l'heure, il va vous le démontrer. Il y a aussi une étude, elle m'a étonnée, et je ne suis sûrement pas la seule, qui dit que même se forcer à sourire quand on n'est pas vraiment en bonne humeur, ça fait venir la bonne humeur. Voilà. Donc il y a une étude scientifique qui le prouve, paraît-il, une toute dernière étude. Et donc, je pense que je vais laisser la parole au professeur Lejoyeux. J'adore quand vous racontez mon livre, je me dis que vous le faites tellement bien, je vous aurais bien laissé continuer. Non, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de cette invitation.
dans un climat qui, comme vous savez, est un peu morose quand même là, ce que vivent nos amis et copains anglais n'est pas est grave. Et malgré tout ça, on peut, et c'est un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui, travailler ce sujet de la bonne humeur, c'est-à-dire au fond, de la même manière qu'on entretient sa santé physique, on peut aussi entretenir sa santé psychique. C'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer. Vous voyez, moi, je vois des gens qui arrivent comme ça chez moi et reviennent comme ça. Ou je les vois comme ça et reviennent comme ça. Ah ouais. Et en fait, pour... Comment ? Ça devient Physiquement aussi, absolument, absolument. On fait des miracles. Et en tout cas, l'idée, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est parce que dans une consultation sur deux, de gens qui viennent me dire qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas bon moral, dans une consultation sur deux, on ne donne pas de médicaments. Dans une consultation sur deux, on en donne quand même. Hein. Mon propos n'est pas du tout anti-scientifique, enfin d'aller vous dire, théorie du complot, on vous ment sur les médicaments. Il y a bien des cas dans certaines maladies où il en faut. Ce serait bien dramatique que de refuser tous les progrès scientifiques. Mais dans la moitié des cas, on n'a pas besoin de médicaments pour aller bien. Pour muscler ce qu'on appelle sa résilience, on a juste besoin de toutes petites expériences de vie que je vais vous proposer. Et pourquoi je ne vous les propose pas? Parce que je les ai bricolées et trouvées moi-même, mais parce que ce sont les expériences de vie qui ont été validées par des études récentes, et notamment des études de la biologie du cerveau. Ce qui est magique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus dire n'importe quoi. On a en direct les effets de chacune de ces expériences, notamment en imagerie cérébrale. Donc vous voyez, une époque où on se disait, bah, tiens, fais donc ça ne doit pas être si mal, c'est des remèdes, on dirait de grand-mère. Aujourd'hui, on est mis en débat par justement ces résultats de l'imagerie cérébrale. Et mon propos est de dire qu'un petit changement limité, agréable du comportement, va augmenter le niveau de bonne humeur. Vous voyez, on a là, sous notre tête, une machine absolument magique à fabriquer des antidépresseurs. C'est comme si on vous avait donné, vous voyez, le meilleur ordinateur possible. Il ne nous manque qu'une chose, c'est le mode d'emploi. On est aujourd'hui, alors notre cerveau n'a pas changé hein, depuis l'époque, enfin je veux dire, mais aujourd'hui, on commence à connaître le mode d'emploi de cette machine à fabriquer des antidépresseurs. Par exemple, vous entendez parler de morphine. Notre cerveau est un producteur naturel de ce qu'on appelle des endorphines et des morphines. On peut tout à fait être, je veux dire, notre propre, c'est enregistré, alors je ne vais pas dire de bêtises, notre propre dealer cérébral en produisant nos propres morphines. Et celle-là, évidemment, elle ne provoque pas d'addiction et on ne sera pas arrêté pour ça. On peut aussi, vous le voyez bien, avoir une molécule qui est la molécule du stress, qui est l'adrénaline. On peut ou pas augmenter ou baisser son adrénaline. Vous voyez, ces molécules de la bonne humeur, elles ne dépendent que de nous. On ne naît pas avec une adrénaline haute ou basse. On va avoir un rythme de vie qui soit va être un rythme de vie sans trop de stress, avec une adrénaline basse, soit un rythme de vie stressé, sans moment agréable, avec une adrénaline haute, ce qui veut dire du stress, ce qui veut dire de la mauvaise humeur, et ce qui veut dire aussi une attaque des vaisseaux. Parce que l'adrénaline, c'est pas bon pour les vaisseaux. Donc, on retrouve cette vieille histoire, soit de Voltaire qui disait « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé », soit de la médecine de toujours qui allie le corps et l'esprit. Donc vous voyez, il y a des hormones qui sont fixées. On a, et c'est pas notre main, d'avoir une baisse de la thyroïde, un diabète ou que sais-je. Dans le champ de la biologie des émotions, tout est à notre portée. Rien n'est fixé. Et ça, c'est vraiment le message que je fais passer, y compris en consultation, à dire aux gens qui viennent me voir, vous n'avez pas ou non une nature dépressive qui vous condamne à être morose tout le temps. C'est pas parce qu'il vous est arrivé des choses difficiles, que je respecte, que j'entends, que j'écoute, que quelque chose est cassé dans votre cerveau. Ce qui est magique avec la bonne et la mauvaise humeur, c'est qu'on peut toujours changer quelque chose à la neurobiologie de son cerveau. Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, il ne faudra pas faire appel à des techniques médicales, mais l'essentiel
est accessible à nous-mêmes. Donc vous voyez que l'adrénaline, elle n'est pas fixée par je ne sais quel paramètre biologique, elle est complètement fixée par notre mode de vie. Soit on a un mode de vie dans l'adrénaline, dans le stress, dans l'excitation, dans la peur, soit on a un mode de vie plutôt dans la baisse de l'adrénaline. Donc on peut, je ne vous dis pas qu'on va atteindre le zen absolu, hein, aucun de nous l'atteint ce truc-là, mais on peut faire des exercices ou des expériences qui vont contribuer à diminuer l'adrénaline. La sérotonine, à l'inverse, est la molécule de la bonne humeur. Quand on est de bonne humeur, on doit avoir un cerveau avec suffisamment de sérotonine. Les antidépresseurs sont ce qu'on appelle des molécules sérotoninergiques, qui augmentent la sérotonine. Là aussi, la magie, c'est qu'on peut, par sa manière de penser, par sa manière de bouger et sa manière de manger, vous allez avoir l'an prochain des choses sur la nutrition, vous allez voir qu'on va parler beaucoup de nutrition, on peut agir sur cette sérotonine et cette adrénaline. Et ce qui est intéressant, c'est que ces données, elles sont complètement récentes. Tout ce que je présente dans mon bouquin, alors maintenant le bouquin a quelques mois, mais tout ce que je présente dans le bouquin date de moins d'un an. Et ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. C'est d'ailleurs pour ça on est très content que le bouquin a bien fonctionné, parce que pendant longtemps on considérait que le fait d'être de bonne ou de mauvaise humeur c'est une sorte de fatalité. Vous aviez un terrain comme ça, et si vous étiez de mauvaise humeur, c'était comme ça, vous étiez condamné à l'être. On s'aperçoit aujourd'hui, ou alors on faisait de la morale, on vous disait dis donc reprends-toi, prends sur toi, etc. Des choses qui évidemment ne fonctionnent pas. On s'aperçoit aujourd'hui que certaines expériences vont soit faire baisser l'adrénaline, soit augmenter la sérotonine, et donc nous faire produire ces fameux antidépresseurs naturels. Et ce que je vous présente là est référencé et sourcé. C'est un peu ce que je propose aussi en consultation, et c'est ce que j'essaie d'appliquer, mais évidemment on n'applique jamais tout, et on a tous des moments de stress. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la bonne humeur et le bonheur sont bons pour la santé. Vous en apercevez très bien. Quand vous êtes morose, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes énervé, vous attrapez tous les virus qui traînent. Quand vous êtes de meilleure humeur, vous attrapez plutôt moins de choses. La bonne humeur divise par 3 le risque d'infection, d'addiction et de burn-out. Dans mon hôpital, quand on soigne aussi des diabétiques, on leur propose de travailler aussi sur leur humeur, sur leur morale, parce que l'adrénaline qu'on vient de voir là augmente le taux de sucre dans le sang. Donc l'adrénaline, le stress, déstabilise les diabètes. Si on arrive à avoir un mode de vie avec plus de bonne humeur, on fait baisser aussi sa glycémie et sa tension artérielle. Donc c'est bon pour la santé. Et il n'y a pas d'un côté une santé physique et de l'autre côté une santé psychique. Les deux sont importants. Alors, ça c'est une chose que j'ai dit aujourd'hui au sujet des attentats, et c'est important de s'en souvenir. On a le droit d'être malade, le droit d'aller mal de temps en temps, sans être malade. Celui qui n'aurait pas été inquiet, qui n'aurait pas été dévasté quand il a entendu ce qui s'est passé au Bataclan, m'inquiéterait beaucoup. Celui qui ne ressent jamais d'émotions négatives, soit c'est qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, soit que c'est un grand malade ou un robot. Donc il est complètement normal de ressentir des émotions. Si je dois vous conseiller un livre, je n'ose pas conseiller le mien, mais là c'est gentil, vous en avez mis des piles, mais il y en a un qui est bien mieux, c'est le livre d'Albert Camus qui s'appelle L'étranger. L'étranger, ça commence comment? Aujourd'hui, ma mère est morte, je ne ressens rien. De quoi est malade l'étranger? Il est malade de son incapacité à ressentir le deuil. Donc, quand on ressent le deuil, quand on ressent l'affect du deuil, c'est un signe de bonne santé. C'est un signe que notre appareil psychique fonctionne. Et toute l'erreur serait de considérer ces émotions négatives normales comme des indices de maladie. Mais si on commence à ne pas se tromper et à faire la différence entre le coup de stress qu'on a quand il nous arrive une galère dans la vie, et on en a tous, et c'est normal, malheureusement les galères ça arrive et on peut pas, il y en a qui sont inéluctables, mais savoir que ressentir ces états-là sont plutôt des indices de santé mentale que des indices de je couvre une dépression ou que sais-je. Donc les émotions ne sont pas des maladies. Ça, est-ce que vous pensez vodka ou anisette? Alors je l'ai mis comme ça dans le livre,
je pourrais vous le dire de manière plus psychologique en vous disant, est-ce que vous avez une pensée en tout ou rien ou une pensée qui intègre les nuances? Si vous avez une pensée en tout ou rien, quand vous arrivez à un petit truc, vous arrivez un peu en retard quelque part, vous dites oh là là, c'est une catastrophe, on s'en remettra pas. Ça, c'est la pensée anisette. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une goutte d'anisette dans l'eau, ça la trouble. Et toutes les journées, on va dans une journée d'un petit aléa à un autre. Tout notre travail en psychologie, c'est d'apprendre à penser votre cas, c'est-à-dire bah, il y a bien des petits trucs qui n'arrivent pas comme on les a prévus, ça va rendre peut-être la vie un tout petit peu amère, mais ça ne va pas troubler. C'est vrai aussi pour l'amitié, on finit par plus avoir de copains, si les seuls copains qu'on a sont des gens qu'on peut appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qu'on ne dérange jamais, ça n'existe pas ça dans la vraie vie. Les copains on les dérange quand même, mais là encore, cette capacité à penser, si j'ose dire, c'est mon éditeur qui édite aussi les nuances de gris, en nuances de gris plus qu'en noir et blanc, ou en tout cas sans pensée absolutiste et sans penser en tout ou rien, on commence, vous voyez, au fond, si on est à la recherche, si le livre que je vous présente est une offre d'un bonheur absolu, permanent, sans aléa, non, hein, évidemment pas, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, et si on se met dans cette position de rechercher ça, évidemment on va être toujours en situation de frustration, de déception. Donc tout le travail sur soi est de se dire, est-ce que je suis plutôt en train de penser à Nisette, c'est-à-dire une goutte de stress est en train de troubler toute ma journée, ou est-ce que je suis plutôt en train de penser vodka, une petite goutte de stress rend ma vie un peu amère évidemment, mais ne bouleverse pas absolument tout. On s'aperçoit, c'est tellement vrai, que quand on pense vodka, si j'ose dire comme ça, quand on pense pas en tout ou rien, quand on n'a pas une pensée totalitaire, on a un risque de maladie qui est divisé par 3. Un des facteurs, y compris de la santé physique, c'est d'accepter l'idée que notre santé physique, elle n'est pas parfaite, qu'on a tous des petits aléas de santé, qu'on est tous confrontés à des trucs et que cette espèce de recherche d'une protection absolue et d'une santé absolue, c'est la plus sûre manière de se sentir malade et c'est la plus sûre manière de sombrer dans l'hypocondrie. Donc être capable d'avoir cette pensée-là est un des premiers éléments de la bonne humeur. Vous connaissez cette image? Ah, vous êtes incollable. Alors c'était le philosophe Wittgenstein qui avait fait ça. Donc vous voyez, là on voit une demoiselle avec un cil, un petit nez, et là, donc avec sa plume, son chapeau, et là on voit une dame avec un gros nez et une bouche. C'est quoi l'intérêt de cette image qui est très connue? Ah, elle n'a pas de droit, vous pouvez la filmer autant que vous voulez. Vous voyez? Regardez, la personne jeune là, et la dame avec le gros nez, la bouche, l'œil, et vous l'avez les deux. Non, c'est pas retourné. Non, là, le chapeau, la plume, le cil, le nez, le menton. Et là, le nez, la bouche, tout le monde là. Cette image qui avait été inventée par le philosophe Wittgenstein, est-ce que c'est lui qui l'a faite ou pas? Enfin, je ne suis pas exactement sûr. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire que la santé psychique, c'est pas de voir une des deux situations. La santé psychique, c'est d'accepter de penser de manière souple. C'est d'accepter que dans toute situation, il y a deux manières de la voir. Et là, c'est une belle leçon. Donc le sujet, c'est pas si vous avez vu ça, vous êtes des malades, si vous avez vu ça, vous êtes des normaux. Le sujet, c'est que pour aller bien dans la vie, il faut accepter l'idée que sur des situations complexes, et beaucoup de nos situations de vie sont complexes, il y a plusieurs manières de les voir. Et vous voyez, cette leçon philosophique que donnait Wittgenstein, on peut là aussi parfaitement l'appliquer à l'idée que, voilà, d'ailleurs c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est ce qu'on fait aussi quand on réfléchit un peu sur sa vie, ce qui nous paraissait sans aucun doute, quand on se met à parler à quelqu'un, il dit finalement, tu vois, peut-être pas si simple, il y a peut-être aussi une autre manière, une manière éventuellement plus positive de voir les choses. Il y a des automatismes. Et si vous demandez à Jean-Pierre Bacry, ça va, il va vous répondre non, pas terrible, on fait aller. Il y a véritablement des automatismes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finissent par vous dire qu'ils vont pas bien avant même de réfléchir à la manière dont ils vont. Alors, vous voyez, c'est une sorte... Il y a même des gens à qui vous ne demandez pas comment ils vont, vous le savez très bien. Vous savez ce qu'ils vont vous répondre. Et on voit comment
c'était un vieux psychologue français qui s'appelait Pierre Janet qui disait « Nous avons des habitudes mentales ». Moi qui suis addictologue, je peux vous dire qu'on a des habitudes de boisson, on a des habitudes de cigarettes qu'il faut combattre. On a aussi des habitudes mentales de dire « ça va pas » tout le temps. Si vous cherchez des raisons, il n'y a pas de problème, vous allumez une chaîne d'infos en continu et vous allez trouver des raisons. Et malheureusement, aujourd'hui, on en voit particulièrement. Donc, le mécanisme qui finit par pas penser et vous dire non, pas terrible, on fait aller, c'est aussi quelque chose qu'on peut repérer. C'est-à-dire qu'au fond, on ne réfléchit plus à soi, on ne réfléchit plus à ses émotions, on les livre de manière brutale. Ça, j'aime beaucoup cette étude que je cite dans le bouquin. C'est que, alors là c'est avec une 2 chevaux, mais ça peut être avec tout ce que vous voulez, les nostalgiques sont plus heureux que ceux qui ne sont pas nostalgiques. C'est bien d'être nostalgique. Si vous emmerdez tout le monde avec vos disques de Dalida, de Claude François, on peut faire, ou de je sais pas quoi, c'est quoi votre nostalgie? C'est quoi vos disques nostalgiques? Filmez-la pendant qu'elle répond. Mon temps. Ouais, ça vieillit aussi. Non, mais moi j'en ai des pires. Quand je veux faire découvrir à mes enfants Brassens, j'imagine. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est nostalgique? D'abord, on a des copains, parce que vous allez bien en trouver un dans la salle qui aime bien mon temps aussi, qui a eu de la compassion. Donc on va finalement avoir une sociabilité grâce à notre nostalgie. Et on a découvert 2 autres choses avec la nostalgie. C'est que la nostalgie nous permet de mieux investir l'instant présent. Quand on est nostalgique du passé, on est aussi investi dans l'instant présent. Et 3e chose, la nostalgie du passé protège de quelque chose qui est terrible, qui est justement la nostalgie du présent, qui est un concept psychologique un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui disent finalement, ça sert à rien que je m'intéresse à ce présent, il va passer, il est tellement fugace. Donc, enquiquinez vos entourages avec votre nostalgie, vous en trouverez bien d'autres compatissants. Vous avez à la médiathèque, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Hein, tout est, voilà. Donc, il y a des rayons et voilà. Et finalement, c'est plutôt un facteur de résilience et de bonne humeur, là encore, que cette nostalgie. Vous avez raconté le miroir grossissant, ça c'est pas possible. Je veux dire, il en faut pas. Il en faut vraiment pas. Si vous en avez dans votre salle de bain, enlevez-le. Tous les matins, c'est un massacre. Je veux dire, c'est pas possible. Comment voulez-vous commencer une journée de bonne humeur avec un miroir grossissant? Et c'est vrai en pratique, c'est vrai aussi de manière un peu métaphorique. Si on grossit tous nos défauts, si on grossit toutes les catastrophes qui nous sont arrivées, on n'est pas prêt d'être de bonne humeur. Donc cette tendance à grossir, il y a même une étude qui vient de sortir, je ne sais plus si je l'ai mise dans le bouquin ou pas, qui montre que les couples qui s'entendent le mieux et qui durent le plus longtemps, je livre cette donnée à votre sagacité, sont les couples où chacun des membres du couple a la plus grande capacité d'oubli. C'est-à-dire que pour tenir, mariage heureux, mariage amnésique, vous voyez, un truc un peu comme ça. Et donc ceux qui gardent exact... Ouais, notez-le, ça, parce que ça peut servir. Ceux qui se souviennent absolument de tout, voilà, c'est vite compliqué, quoi. Ça donne vite des moments compliqués. Donc là encore, notre capacité à oublier, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans la neurobiologie du stress, on est en train de chercher des molécules de l'oubli. Vous savez, tous les gens se plaignent de leur mémoire, viennent me voir en consulte en disant « Est-ce que j'ai pas l'Alzheimer ?» J'ai envie de leur dire « Vous savez, si vous oubliez un peu, ça fait peut-être un peu du bien. » Donc, évidemment pas pour avoir des maladies neurodégénératives, mais cette capacité d'oubli, c'est pas absurde de la développer comme une capacité de résilience. Vous voyez, celui ou celle qui aurait à son esprit immédiatement toutes les crasses que tout le monde a pu lui faire dans sa vie, notamment sa famille, son conjoint, qui en garderait un catalogue très précis, vous imaginez le niveau de bonne humeur qu'il va avoir. Celui qui a une capacité à en oublier un peu va quand même aller mieux. Une petite information médicale sur le paracétamol. On vient de s'apercevoir que le Doliprane
Là, si vous montrez le Doliprane, on va tous en prison. Hein. Ah bon, je montre. Non, ne le montrez pas. On va dire DX, hein, on ne dit pas. Sinon, c'est un produit commercial. En tout cas, que le paracétamol est mauvais pour les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez sans problème un comprimé de paracétamol, il n'y a aucun danger. Si vous prenez beaucoup de paracétamol de manière régulière, c'est toxique pour le foie. Vous savez qu'il y a des hépatotoxicités. Alors, ça veut dire 2 comprimés par jour. Et ces gens qui prennent du paracétamol tout le temps. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que ça enlève les douleurs et ça enlève aussi les émotions positives. Donc, il ne faut pas abuser du paracétamol. Évidemment que vous preniez ponctuellement du paracétamol pour une douleur, c'est pas ça qui va vous rendre morose ou quoi que ce soit. Mais la surconsommation régulière du paracétamol est probablement dangereuse. Ça, c'est une étude allemande. Vous voyez, on a pris des cadres bavarois. C'est une étude qui vient de Bavière. C'est un cadre bavarois, on se reconnaîtra. Et on l'a fait marcher pendant 6 minutes dans le froid en hiver. Et on lui a mesuré son niveau, vous voyez, il n'a pas l'air très heureux là. On lui a mesuré son niveau de bonne humeur avant et après la marche. Quand vous marchez pendant 6 minutes, rapidement, vous augmentez de 30% votre niveau de bonne humeur. Donc c'est pas si compliqué d'être de bonne humeur. Être de bonne humeur, c'est être capable de mobiliser, notamment par la marche, son système d'endorphines. On augmente les endorphines, on diminue l'adrénaline. Donc on a aujourd'hui énormément de données sur les bienfaits de l'exercice physique. Sur les endorphines, sur l'adrénaline qui diminue, même, et on vient de découvrir ça, chez les personnes âgées qui veulent entretenir leur capacité intellectuelle, on a une meilleure mémoire et des meilleures capacités intellectuelles quand on bouge que quand on ne bouge pas. Alors plutôt que de faire des mots croisés chez soi, on sort, on pose le crayon et on va bouger. Et c'est en bougeant qu'on va même augmenter un facteur qui s'appelle le facteur de croissance neuronale qui, d'une certaine manière, fait repousser les nerfs. Donc on a véritablement un effet positif du mouvement. On a là un antidépresseur naturel complètement à notre portée. Et d'autres études ont comparé les activités physiques qui augmentent le rythme cardiaque de 30%, là encore, ou de 60%, ou de 80%, pardon. Non, je vous en prie. Il y a des activités physiques tranquilles, comme ces 6 minutes de marche, elles ont plus d'effet sur l'humeur que les activités physiques où on s'épuise. Donc l'idée, c'est plutôt une activité physique régulière, sans épuisement, qui mobilise les neuromédiateurs qu'une tentative de marathon où on finit quasi comateux une fois tous les 2 mois. Vous voyez, donc le but est véritablement d'avancer là-dessus. Cette expérience est extraordinaire. Elle nous vient de Californie. Elle vient d'un psychiatre et d'un médecin esthétique, médecin de médecine esthétique, qui étaient à ses copains et qui travaillaient ensemble en Californie. Le médecin esthétique faisait des soirées Botox. Vous voyez, comme vous allez en faire l'année prochaine à la médiathèque. Pas prévu, mais vous seriez en Californie, vous voyez, vous seriez à la médiathèque, on vous dirait, c'est pas on voit les bouquins, mais le docteur vous fait du Botox et vous sortez sans ride avec un sourire figé. Donc ça, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est l'objet de l'article qui est paru dans Psychiatric Research. Qu'est-ce qui a été montré? Et c'est quand même une histoire étonnante. C'est que les Américains, et surtout les Américaines, accros au Botox, avec leur sourire figé, étaient de meilleure humeur que celles qui n'avaient pas de sourire figé. C'est pas du tout une défense. C'est pas du tout une défense du Botox que je vous fais là, évidemment. Surtout filmé. J'ai très peur. C'est une défense du sourire. On s'est aperçu, et ces 2 psys qui ont travaillé là-dessus continuent à travailler là-dessus et sont devenus maintenant les leaders mondiaux de la neurobiologie du sourire, s'aperçoivent qu'en souriant, on va mobiliser par les muscles qui font sourire des neuromédiateurs qui vont avoir des effets positifs. Donc on a clairement un effet positif du sourire. Vous voyez, la psychologie a vraiment changé de paradigme. On s'est longtemps dit, il faut chercher des raisons de sourire dans sa vie. Évidemment qu'il faut chercher des raisons de sourire dans sa vie, et c'est plus agréable d'avoir une vie qui vous donne des raisons de sourire qu'une vie qui vous donne des raisons de toujours faire la gueule. Mais le paradigme a un petit peu changé, au sens où aujourd'hui on s'aperçoit que même quand on n'a aucune raison de sourire,
quand on va forcer son sourire, on va stimuler, y compris son cerveau, sur un mode d'antidéprime. C'est tellement vrai qu'on a comparé le fait de dire « i » pendant longtemps et « ou ». Et bien, si vous dites « i » pendant longtemps, croyez-moi ou pas, vous essaierez, vous serez à la fin de meilleure humeur que si vous dites « ou », où vous avez là plutôt tendance à avoir les lèvres qui se figent. Vous savez, quand on dit ça, quand je vous dis ça, je vous dis, vous vous dites d'où il sort ça. Il y a quelqu'un qui avait dit ça il y a bien longtemps, c'est Charles Darwin. Darwin, qui travaillait sur la physionomie et les émotions, qu'est-ce qu'il avait dit, Darwin? Il avait dit, on pense à juste titre que les émotions agissent sur la physionomie. Quand on a peur, on a un visage de peur. Quand on est gai, on a un visage qui sourit. Mais il ne faut pas oublier que l'inverse est vrai aussi. La physionomie agit sur les émotions. Donc l'effet est vrai dans les deux sens. Quand vous êtes en situation de grande difficulté, perso notamment, un petit sourire peut vous sortir de... Le sourire et l'amnésie, vous voyez, on a fait l'arme fatale pour résister. Souriez et oubliez. Alors, il y a des aliments qui rendent de bonne humeur. Pourquoi ces aliments rendent de bonne humeur? Parce que, je vous ai parlé tout à l'heure de la sérotonine et des autres molécules qui sont nécessaires à l'humeur. Ces molécules nécessaires à l'humeur, le cerveau ne sait pas les fabriquer. Ces molécules nécessaires à la bonne humeur, elles sont fabriquées par le tube digestif à partir de ce qu'on mange. C'est tellement vrai que voilà, vous prenez des rats, petits rats sympathiques, vous les mettez pendant 3 jours, on ne fait évidemment pas ça chez des humains. Vous leur imposez un régime sans tryptophane. Le tryptophane, vous allez vous jeter dessus dès que la conférence sera finie. C'est ce qu'il y a dans le chocolat. Je pousse au crime, là. Le tryptophane, aucun de nous n'est en carence. Aucun régime normal n'est en carence en tryptophane. Bon, ça vous plaît de vous dire qu'en mangeant un peu plus de chocolat, vous êtes de meilleure humeur. Moi, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas grand-chose sur chocolat et bonne humeur. Mais enfin, voilà. En tout cas, ce qui est montré, et ça a été la base de tous les travaux entre alimentation et humeur, c'est que vos rats, qui pendant 3 jours sont privés de tryptophane, au bout de 3 jours, ils sont complètement déprimés. Ils sont amorphes, ils n'ont plus envie de rien, ils sont tristes comme votre petite bête là qui est triste. Donc, on a un modèle expérimental du fait que la bonne humeur cérébrale, la bonne humeur psychique, dépend complètement de certains apports. Donc si on se met en carence, là encore c'est difficile de se mettre en carence de tryptophane, hein, c'est plutôt expérimental, aucun de nous n'est en carence de tryptophane, mais en carence de certaines molécules clés, vous pouvez toujours faire toute la psychologie que vous voulez, vos neurones ne fonctionneront pas et ne produiront pas les émotions positives. Donc on en a absolument besoin. Cette histoire m'a fait perdre tout sérieux professionnel, a été médiatisée beaucoup. Elle vient d'une grande étude épidémiologique en population générale, nord-américaine, qui a comparé chez des étudiants américains les étudiants de bonne et de mauvaise humeur et qui s'est demandé est-ce qu'ils mangent des choses différentes. Et on s'est aperçu qu'ils mangeaient des choses différentes. Et étonnamment, il y a des choses qui rendent de bonne humeur. Tout ce qui, au fond, va faire travailler le tube digestif et va lui faire produire les molécules de la bonne humeur. Les pickles, le yaourt, la choucroute, les cornichons, ces aliments pris régulièrement augmentent le niveau de bonne humeur. Et alors, augmentent le niveau de bonne humeur, j'exagère un peu, sont retrouvés plus souvent chez les personnes de bonne humeur. Donc vous voyez comment ces aliments qui... En tout cas, l'humeur, et c'est vraiment comme ça qu'on est en train de le comprendre aujourd'hui, n'est pas un phénomène coupé de notre physiologie. L'humeur n'est pas que psychologique. Bien sûr qu'il y a des facteurs psychologiques, je vous en ai montré quelques-uns, mais la nutrition, le mouvement, jouent énormément aussi. Il ne faudrait pas imaginer que l'humeur soit quelque chose, vous voyez, qu'on ait de bonne humeur uniquement en réfléchissant sur soi. Vous pouvez faire un truc qui est un bel exemple d'activité productrice de bonne humeur, c'est de faire son pain. Faire son pain, c'est une activité puissamment antidépressive. Pourquoi ? Parce que quand vous faites votre pain, déjà au moment où vous mélangez la farine
et la levure, vous avez une espèce de machin dont vous vous demandez si ça va un jour être du pain. Donc vous êtes obligé d'être optimiste. Vous êtes obligé d'avoir une anticipation positive. Sinon, vous n'y croyez pas, vous dites c'est quoi ce magma qui montera jamais. Donc les boulangers. Comment? Les boulangers. Non, pas les boulangers, nous, vous. Oui, les boulangers sont... Ben, je sais pas, parce que le boulanger, il travaille là-dessus. Mais vous, demain, vous faites votre pain, essayez ça. Vous avez en plus, vous entendez parler de la méditation beaucoup. La méditation, c'est quoi? C'est rien que la concentration sur l'instant présent. Si vous n'êtes pas concentré quand vous essayez de mélanger la farine, la levure et l'eau, vous allez voir, ça ne marchera pas. Donc le pain est un bon exemple de concentration sur l'instant présent. Vous anticipez, vous vous concentrez sur l'instant présent. À la fin, normalement, ça marche. Au bout d'un certain nombre de fois, vous y arrivez. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Le fait d'avoir fabriqué quelque chose soi-même augmente l'estime de soi. On est très fier d'avoir réussi son pain. On va avoir une nouvelle fixation sur l'instant présent en le mangeant. Et puis c'est une manière de tordre le cou à tous ceux qui, indépendamment des vraies intolérances au gluten, se sont mis pour des raisons étonnantes à exclure le gluten, en disant que le gluten c'était la molécule de la mauvaise humeur et que quand on mangeait sans gluten, il y a un joueur de tennis qui est devenu bon quand il mange plus de gluten, je ne sais plus lequel c'est, donc on se dit je vais être meilleur au tennis sans gluten, enfin des trucs comme ça. La réalité n'est pas là. Une des réalités c'est quand même que les pains industriels ont des grandes quantités, ont un gluten très dur. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les discussions diététiques d'abord parce que ce n'est pas complètement mon métier, mais en tout cas le gluten que vous allez obtenir en pétrissant vous-même votre pain va être beaucoup plus digeste, et finalement ce qu'on considère souvent comme de l'allergie au gluten, c'est une sorte d'intolérance au pain industriel. Vous allez retrouver avec ça un pain qui est bien plus naturel et bien meilleur pour les émotions. Donc vous voyez comment, là je vous en cite quelques-uns, mais tout le sujet du bouquin est vraiment ça, et tout le sujet de la neurobiologie appliquée au quotidien, c'est ça. Vous avez à votre portée, pas la transcendance, pas quelque chose du bonheur absolu, mais des petites expériences de bonne humeur qui, mises bout à bout, peuvent peut-être arriver à être heureux. Ça s'apprend, c'était ça. Donc, est-ce qu'on gardera les points d'interrogation à la fin? On va voir, vous me direz, hein, j'ai ballottage pour l'instant, hein, c'est comme les élections. Alors on hésite encore. Ça, c'est une drôle d'histoire. On a découvert ça très récemment. Vous prenez l'aliment qui vous rend le plus fou, les chips, le truc où quand vous envoyez, vous terminez forcément l'assiette. Chips, cacahuètes, enfin ce qu'on appelle les junk food, le truc, voilà, c'est de la drogue. Et ben on a testé ça chez des volontaires en leur mettant sur des assiettes noires, rouges, blanches, rouges ou bleues. Et on a vu qu'étonnamment, quand on mange dans des assiettes rouges, je n'ai aucun deal avec des vendeurs d'assiettes, hein, mais quand on mange dans des assiettes rouges, on a une plus grande tendance à contrôler son comportement. Avec une hypothèse qui pourrait être que le rouge envoie au cerveau un message de modération. Quand on était gamin et qu'on avait nos copies couvertes de rouge, on se disait qu'il y avait peut-être un truc qui ne s'était pas bien passé. Quand même dans les civilisations anciennes, quand les fruits rouges, on savait bien que c'était dangereux. Le feu rouge, enfin, on a un message cérébral très fort du rouge qui dit stop. Et étonnamment, on le retrouve. Alors vous pouvez faire l'expérience, hein, vous verrez, un certain nombre de gens l'ont fait, c'est très étonnant. Quand on le fait chez soi, on voit que, quand vous servez, moi j'espérais trouver le remède addictologique pour tout, vous voyez, des verres rouges, ça n'a pas marché malheureusement, mais en tout cas, sur les assiettes rouges, là, il n'y a aucune discussion politique là-dedans, je ne vous fais pas de... Ah oui, ça c'est bien. Vous avez vu, j'ai mis un homme qui fait la vaisselle, hein, y a pas... Vous avez vu cet homme qui est tellement heureux quand il fait la vaisselle? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est heureux? D'abord parce que c'est un homme, il fait la vaisselle, il a des gants jaunes, pas du tout. Il est heureux parce qu'il fait la vaisselle en pleine conscience.
En pleine conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à se concentrer sur l'instant présent, quand vous savez que la vaisselle, c'est la corvée absolue, que vous la faites en râlant, c'est un moment de stress, éventuellement d'engueulade, c'est toi qui l'as fait hier, etc. Donc, et puis je vais pas recommencer, enfin bon, je vous raconte pas ma vie. Si jamais ma femme pourrait voir la vidéo. Donc, par contre, quand on fait la vaisselle en pleine conscience, en se concentrant sur la température de l'eau, sur ce qu'on fait, on va avoir objectivement une baisse du niveau de stress, vous voyez, qui va passer d'un score de 10 à un score de 7,5 grâce à cette expérience de pleine conscience. Donc vous voyez, quand vous voulez faire une expérience de thérapie, vous en connaissez une simple, qui est utile en plus, donc vous pourrez la proposer à vos maris ou femmes, vous discuterez là-dessus, hein. Moi je ne rentre pas dans l'affaire de qui fait la vaisselle. Si vous voulez augmenter votre vitamine D, augmenter votre niveau de bonne humeur, simplement, il y a une chose très simple à faire, c'est pas si simple en fait, c'est d'arrêter de fumer. Eh oui, je suis vraiment désolé. Mais la cigarette, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour les vaisseaux, ça augmente l'adrénaline. Moi, je suis toujours extraordinairement bluffé par les gens qui me disaient « Vous pensez quoi? Des polluants atmosphériques, moi, je suis écolo au dernier degré, les désorganisateurs endocriniens, etc. » Et qui me disent ça, une cigarette à la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? On a un truc qui est un toxique majeur en termes de santé publique. D'un côté, de l'autre, probablement des choses totalement incompétentes sur les autres domaines, hein, ils le sont peut-être, mais en termes de facteurs de risque, si on a bien un facteur de risque majeur, à la fois pour la santé de l'esprit et la santé du corps, donc on est totalement gagnant quand on arrête de fumer. Je peux raconter une histoire pas sérieuse? C'est pas grave, on sera pas censuré. C'est presque interdit aux moins de 18 ans, mon histoire. Vous avez un truc sur votre site mineur, vous mettrez avez-vous plus de 18 ans, etc. Donc l'histoire est la suivante. Ça, c'est un président des États-Unis qui s'appelle Monsieur Coolidge. Cette histoire est vraie. Et c'est vrai que l'effet Coolidge est un effet qui existe en neurobiologie. Donc Monsieur Coolidge, vous voyez, il est très content, il a son chapeau, président du 19e siècle, visite un poulailler avec Madame Coolidge. Et président des États-Unis, visite le poulailler, très intéressé par ce qui se passe, demande à la personne qui s'occupe du poulailler, alors comment ça va? Enfin, ouais, il fait son boulot de président, et il va dire, formidable, tout va bien, et monsieur et madame Coolidge écoutent, et le responsable du poulailler dit, les coqs sont tous les jours très actifs sur les poules. Madame Coolidge rigole, et il dit, vous devriez dire ça à Monsieur Coolidge. Monsieur Coolidge, président des États-Unis, qui visite son poulailler, dit, je ne vais pas me laisser faire quand même, je suis président des États-Unis. Et il demande au patron du poulailler, mais vous avez peut-être un truc quand même pour que ça se passe aussi bien dans votre poulailler. Et le gars dit, oui, tous les jours, on propose au coq une nouvelle poule. Il dit, vous devriez dire ça à Madame. Et cette histoire qui a beaucoup plu aux neurobiologistes s'appelle, et si vous tapez sur Google effet Coolidge, vous aurez des travaux neurobiologiques très sérieux, puisqu'on s'est aperçu que notamment l'effet Coolidge, c'est-à-dire l'effet de la nouveauté, augmente la dopamine. Tout ça vient de cette histoire idiote de monsieur et madame Coolidge. Voilà. Je ne sais pas si c'est moins de 18 ans, vous verrez hein, s'il faut mettre accord parental ou pas pour cette histoire. Alors, on a aussi des musiques qui rendent de bonne humeur et dont on a vu aujourd'hui qu'elles ont un effet objectif sur le cœur. Ça c'est ma drogue personnelle. Dave Brubeck, Take 5. Avec un vrai effet. Je vous arrête Dave Brubeck, hein, vous pourrez le réécouter, il y en a plein. Vous avez des disques aussi? Dave Brubeck? C'est le premier disque qui a dépassé le million de ventes aux États-Unis. Dave Brubeck? Eh ben, je suis content pour lui. Hein, parce que... ça continue, il dit toujours un... C'est trop bien. On devient drogué de ça, hein, quand on commence.
Il y en a un autre dont on a vu que ça avait un effet objectif de bonne humeur. Comparer, je vais me fâcher avec mes collègues psychothérapeutes, comparer une séance de psychothérapie et le concerto pour piano de Tchaïkovski. Alors c'est un autre genre, moi je préfère Dave Brubeck, mais enfin bon. En tout cas, on arrête et on s'en va, si vous voulez. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire, c'est ce que j'ai fait dans le livre, des playlists. Alors vous allez faire, il y en a plein dans le bouquin, il y a aussi Georgia de Ray Charles, il y en a plein comme ça. Il y a vraiment des disques qui sont des promoteurs de bonne humeur. On va faire un autre petit. Il y a l'effet Mozart. Je voulais pas. Ouais, il n'y a pas de Mozart là, je suis triste. Alors il y a deux. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cet effet de la musique? Comment est-ce que ça marche la musique? Ça marche si vous y consacrez suffisamment de temps. 20 minutes, c'est peut-être beaucoup au début, mais au moins 10 minutes concentré sur la musique. La musique fond sonore, ça n'a aucun effet sur les émotions. Relaxé, et plutôt le soir. Et je le dis de manière un peu simple, mais ça a un vrai effet de repousse des nerfs. C'est tellement vrai que dans les services de réanimation, avec les enfants prématurés, on leur fait écouter ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle l'effet Mozart, qui va avoir un effet de maturation cérébrale. Donc vous voyez, les antidépresseurs naturels, et alors il y en a des tas de listes, j'ai mis tous les morceaux qui ont fait l'objet d'expérimentation, il y en a plein. Moi, il y en a qui me hérissent complètement, il faut aussi que la musique vous plaise, évidemment. Voilà. Moi, j'étais très déçu qu'il n'y ait pas que Dave Brubeck, mais bon. Et puis, on va terminer avec ça, qui est l'expérience des coquelicots. Vous voyez ce tableau, qui est le tableau de Claude Monet, les coquelicots. Quand vous le regardez, et si vous concentrez 10 minutes sur ce tableau, vous faites une expérience très complexe. Pourquoi ? Regardez, on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, il est là, c'est notre hémisphère raisonnable. C'est celui qui nous fait penser, qui nous fait parler. Quand des gens, malheureusement, ont une atteinte vasculaire de l'hémisphère gauche, ils développent une aphasie. Donc c'est l'hémisphère sérieux. C'est celui qui va voir l'histoire, qui va s'intéresser aux impressionnistes, qui va s'intéresser à l'époque, qui est l'hémisphère sage. Et puis vous avez l'hémisphère droit, qui est celui-là, qui est tout coloré, qui va percevoir les couleurs, le ciel. Et quand on est capable, pendant une dizaine de minutes, en étant concentré sur l'instant présent, de faire travailler ensemble ces deux hémisphères, à la fois celui de la raison, et il y a plein d'autres expériences comme ça que je propose dans le bouquin de travail entre les deux hémisphères, on va retrouver une énergie, mais souvent on a tendance à être soit dans de l'hémisphère gauche, du sérieux, de l'analyse très savante, etc. On peut vous faire une grande conférence sur Claude Monet, l'impressionnisme, etc. Soit dans l'hémisphère droit, un truc un peu planant, méditatif. L'idée, c'est d'essayer de faire travailler les deux en même temps. Quand on arrive à faire travailler ces deux hémisphères pendant 15 minutes, on a objectivement un effet de bonne humeur. Et puis, et pour conclure, et on aura le temps d'en parler un peu, je vous cite cette phrase d'Alain. Alors, mon ordonnance de livres, c'est je vous fais 3 livres. Non, celui-là, je ne le dis pas, parce que bon, c'est pas évident. L'étranger de Camus. Je pense qu'il faut relire Camus. Vous aurez toujours plein de choses. 2, il faut relire Alain. Les propos sur le bonheur d'Alain sont indépassables. Et puis le 3e, parce que quand on voit comment on peut lutter contre la tristesse qu'on a en soi et faire rire, moi je pense toujours au journal de Jules Renard, que j'ai pillé et dont j'ai mis plein de morceaux dans le livre. Vous savez, Jules Renard qui disait, moi ça me fait toujours rire quand des gens écrivent sur le bonheur. Vous connaissez cette phrase indépassable de Jules Renard, si on construisait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Donc c'est plein de trucs comme ça qui moi me plaisent beaucoup plus que les gens qui vous proposent une sorte de bonheur transcendant et parfait. Mais enfin je vais fâcher avec certains avec ça. En tout cas, qu'est-ce qu'il disait Alain ? Il disait le pessimisme est de nature. Tout nous pousse dans la vie à être pessimiste.
Regardez les infos qui nous tombent ce matin, regardez l'actualité, regardez le climat, regardez la politique, regardez tout ce que vous voulez. Tout nous pousse à être pessimistes. L'optimisme est de combat, et je vous rajoute, la bonne humeur et peut-être le bonheur aussi sont d'entraînement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions et d'abord à savoir si on enlève les points d'interrogation ou pas. Bonsoir. J'ai une question, enfin une c'est par rapport au sommeil, Oui. je ne m'étalerai pas. Et il y a une autre qui m'inquiète beaucoup, c'est le bruit. Alors, quand on va dans des fêtes même qui se veulent comme Alternativa, qui se veulent écologiques et tout, il y a quand on passe de la musique et tout, il y a un niveau de bruit qui est exceptionnellement fort et pour moi insupportable. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve partout. Aujourd'hui, on ne sait plus faire une fête sans faire un bruit qui est carrément agressif. Oui, je suis d'accord. Et s'il y a un peu de substance en plus, c'est encore pire. Non, il n'y a pas de... Ah, je pose la question, moi je fais le docteur. Non, mais effectivement, il y a vraiment... Et probablement qu'une des réponses peut être des moments où on se concentre sur une musique. Voilà, Take 5 est un bon antidote au bruit, quoi. De temps en temps, 10 minutes de Take 5, tranquille. Et oui, par rapport au sommeil. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, par rapport au sommeil, il y a plein de choses que je raconte dans le bouquin, dont le fait qu'il ne faut pas faire des trop longues siestes, qui vont désorganiser l'architecture du sommeil. Que une des choses, c'est quand même ces délicieuses petites machines informatiques qu'on a, il vaut mieux les déconnecter, les éloigner le plus possible dans la nuit. Et avant de s'endormir, ça c'est un truc, je ne l'ai pas mis dans le bouquin parce que ça vient de sortir, si vous comparez votre qualité de sommeil après une demi-heure de lecture sur une tablette ou lecture d'un livre avant de vous endormir, votre sommeil est de meilleure qualité si vous lisez un livre que si vous lisez sur une tablette. Donc il y a vraiment des choses aujourd'hui, on a des tas de perturbateurs du sommeil, le bruit en est un, tout ce qui est écran en est probablement un aussi. Revenir le soir, en tout cas je ne suis pas du tout pour l'arrêt de l'informatique, vous avez vu je m'en sers, mais revenir le soir à une relation plus tranquille à l'informatique me paraît bien. Pour rester sur le sommeil, est-ce qu'il y aurait des bons horaires de s'endormir, de se réveiller ? En tout cas, ce qui est montré, c'est que dans la vie, quand on compare les matinaux et ceux qui préfèrent être le soir, les matinaux vont mieux. Hein, plus on est matinal, plus on est extraverti. Il y a des études très marrantes qui comparent les performances scolaires des enfants matinaux ou du soir. Plus on a la capacité de se réveiller tôt, probablement plus on va être stimulant vis-à-vis de son cerveau. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'autoriser une grasse mat de temps en temps, vous voyez ce que je veux dire, mais globalement, le réveil précoce est plutôt pas mauvais. Donc, d'autres questions ? Vous nous avez amené du Alain ? Du Alain, du Jules Renard. Ah bah voilà. Ah, je suis content d'être au milieu d'Alain et Jules Renard, là, je suis en bonne compagnie. Oui ? Oui, monsieur ? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui est très bon pour le bonheur, c'est d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. J'ai appris récemment à ma grande tristesse qu'en France, je crois qu'on avait 10% de gens qui savent jouer l'instrument, alors qu'aux États-Unis c'est 40%. Enfin, bon, je ne garantis pas les chiffres parce que je souffre de problèmes de mémoire, hein, c'est ça que vous venez de me dire. Alors, vous savez, quand on a l'impression, juste je vous interromps, vous savez, quand on a l'impression de souffrir de problèmes de mémoire, c'est un des signes qu'on n'en a pas. Donc c'est le seul critère qui m'inquiète en consultation, c'est quand quelqu'un me dit j'ai pas de problème de mémoire. Là je me mets à évaluer. Mais tant qu'on se rend compte qu'on oublie des trucs, c'est totalement sain. Donc voilà. Donc consulte gratuite là. J'aurais tendance à comparer avec le pain, l'apprentissage. Attendez, mais monsieur disait des choses là. Attendez, je vous laisse le micro, monsieur. Oui, je voulais dire que quand je vous ai entendu parler de faire le pain, j'ai tout de suite pensé à l'apprentissage de l'instrument parce que c'est exactement la même chose. Au début, vous avez l'impression que vous n'y arriverez absolument pas. Hein.
Et puis finalement, voilà, vous y arrivez, vous devez effectivement vous concentrer énormément. Hein, et puis à la fin, vous avez vraiment le grand plaisir de pouvoir jouer. Donc moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable. On peut faire quelque chose... Bien sûr, on va laisser tout de suite le micro à la dame, mais on a notamment sur ce côté actif dans la musique, là si on veut revenir un tout petit peu à la neurobiologie, on a tout ce qui est de l'émotion et tout ce qui est de l'activité. Vous savez que c'est amusant quand on compare la manière dont la musique est perçue par les musiciens et les mélomanes perçoivent plus la musique sur l'hémisphère mineur, donc l'hémisphère droit, l'hémisphère de l'émotion. Plus on va devenir un musicien, plus on va entendre un langage et on va l'apercevoir plutôt sur l'hémisphère majeur. Donc là aussi, c'est un joli travail bihémisphérique, si j'ose ce mot. Oui. Je vous donne le micro. À 54 ans, comme moi, vous avez besoin d'un micro. Mais je sais de quoi je parle. Certainement, je voulais faire part de mon expérience. Je me suis toujours dit que finalement, il fallait s'automotiver. J'ai appris le saxo. Je ne connaissais rien à la musique. J'ai une très bonne oreille et j'ai une bonne oreille. J'ai une sensibilité accrue. Et pardon? Ah, voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Donc, je voulais dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a pas suffisamment de neurones. Il faut se stimuler. Il faut penser ça renforce l'estime de soi. Et puis, tout ce que vous avez dit, ça va conforter et renforcer la nourriture, la découverte et la variété des choses qui font que ça augmente l'euphorie et le bonheur. Et le bonheur, il est aussi transmis par des parents également. Bien sûr. Alors, je suis d'accord avec vous, sauf un point de désaccord majeur. J'ai besoin du micro pour le dire. C'est que 54 ans, c'est l'adolescence. Alors là, je ne faut pas déconner avec ça. 50, 60, non, 54 ans, c'est vraiment pré-ado. Dans la tête, on a, oh là là, on ne dit pas. La jeunesse, je le disais. Ouais. Il y avait même. Moi, je suis un peu moins consensuelle parce que je trouve que tout ce que vous préconisez, c'est pour des gens qui sont déjà relativement en bon état. Si on n'a pas la concentration, si on a perdu la concentration pour apprendre, si on n'a pas envie de se bouger, vous pouvez vous dire, si on est déprimé, ben on est déprimé. C'est des conseils pour ceux qui sont déjà à même de... Je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre. Votre question est essentielle et vraiment, enfin, sans effet oratoire, je vous remercie vraiment de la poser comme ça. Ce que je dis là est plus du champ de la prévention que du traitement. Je ne dis pas qu'on va fermer les services de psychiatrie, j'en ai un, je m'en occupe d'un, et qu'on va arrêter les consultations médicales, évidemment. Mais il y a deux choses. Un, c'est important la prévention. C'est vrai en psychologie comme en cardiologie. Si j'étais cardiologue et que je vous présentais des choses sur des régimes de bonne santé du cœur, quand on a une urgence cardiaque, c'est pas un régime qu'on va avoir, on a évidemment... Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que faire de la bonne médecine, c'est quand même faire de la prévention. Ça, c'est vraiment... Et tout mon propos est de dire qu'on travaille sur ce que mon collègue et ami Boris Cyrulnik appelle la résilience. Mais la résilience ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne va pas quand même avoir des moments où notre capacité de résilience va être dépassée. Donc ce que vous dites, je le respecte, je l'entends, vous avez totalement raison. À un petit bémol, si je peux me permettre, c'est qu'aujourd'hui, même quand on traite, entre guillemets, les grandes maladies, on agit aussi sur le mode de vie. Ce n'est pas exclusif. Je ne prétends pas, je ne donne pas une panacée, là, évidemment. Aujourd'hui, on sait que sortir d'une vraie maladie dépressive, et là je vous parle du sujet de ces maladies, on va peut-être pas, c'était pas complètement mon sujet, on parlait du bonheur, mais moi mon métier de médecin me fait voir aussi des gens très malades. Ces personnes très malades, on va les aider médicalement, mais on va les aider aussi avec ce mode de vie, et c'est tellement vrai qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, ajouter de la musique, ajouter de l'exercice physique,
ajouter des conseils alimentaires, même quand on a perdu cette envie, et je respecte complètement ce que vous dites, voilà, pour le voir au quotidien et le traverser au quotidien, ça fait quand même du bien. Ce n'est pas, et je voudrais surtout pas, mon propos n'est pas tout ce que je fais, tout ce que j'enseigne est une défense de la médecine, donc c'est absolument pas pour dire, ben voilà, ceux qui ont été traités autrement ont tort, enfin pour stigmatiser qui que ce soit, mais pour vous dire qu'on a quelque chose dans notre médecine française qu'il faut qu'on intègre, d'une intervention à la fois sur le comportement, l'environnement et éventuellement aussi la maladie. Voilà, mais merci de cette remarque que j'aurais dû faire moi et que vous m'avez soufflé fort gentiment et fort à propos. Moi, je voudrais simplement vous faire part d'une expérience, et vous allez m'expliquer un peu ce qui s'est passé exactement. J'étais chez le dentiste, complètement cramponnée au siège, et je savais que j'en avais pour un certain temps. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis concentrée sur le son des appareils, de ce qu'on appelle la roulette, la fraise, etc. Et bien, je vous assure que c'était à tel point que j'ai fini par l'entendre comme un instrument de musique. C'est-à-dire que j'étais complètement dans ce son, et bien, mon stress a complètement disparu. Non seulement mon stress, mais le niveau de réceptivité, c'est-à-dire que j'avais, on souffre plus quand je suis dentiste, mais j'étais quand même mal à l'aise et ça m'a passé. Bravo, bravo. Voilà. Alors, vous Donc, allez trouver d'autres idées dans le bouquin, mais extraordinaire, bravo. Vous me la laissez, cette idée-là, pour mon prochain bouquin. Vous avez un copyright ou... Non, mais là, voilà. Mais... Ça me fait penser à une belle histoire musicale. Vous savez qu'on raconte que vous connaissez tous le boléro de Ravel, et que le boléro de Ravel, probablement que Ravel habitait à côté d'une usine. Quand vous réécouterez le boléro, et ce bruit lancinant du boléro, c'est probablement ce que Ravel a réussi à entendre dans sa tête à partir d'un bruit d'usine. Donc effectivement, on peut... voilà, une belle histoire. Donc il s'agit d'une distraction ou il s'agit d'une... parce que j'étais complètement... Il s'agit d'un exploit, là, mais... Non, parce que ça a marché, il n'y a pas de doute. Oui, en tout cas, il s'agit d'une sorte de reprogrammation de votre attention. Vous avez fait un truc... Mais je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups, mais vous Je nous crois direz. que je recommence. Je l'ai Comment fait une fois, je recommencerai. Vous recommencerez. Ouais. Du coup, vous faites partie des rares personnes qui vont piaffer pour retourner chez le dentiste, réessayer. Bon, Mais, en tout cas, effectivement, intégrer un bruit comme de la musique, enfin, vous avez fait quelque chose de l'ordre de l'attention qui a mobilisé. Mais vous savez, on a une capacité à stimuler ces endorphines. Il y a une expérience, d'ailleurs, je crois que j'en parle dans le bouquin, où on a des volontaires à qui on fait des toutes petites secousses sur l'avant-bras, et ils les ressentent beaucoup moins quand on leur montre un film marrant que quand on leur montre un film triste. Vous voyez. Si vous voyez un film tel que certains qui passent à Cannes, bien triste, bien angoissant, vous êtes au maximum de votre ressenti des douleurs. moi j'ai une question. Quand vous êtes en addictologie, donc tabacologie ou alors l'alcoolisme, est-ce que vous avez sûrement vous avez des succès, mais pas avec les mêmes manières, là, pas avec les mêmes traitements, si? À peu près pareil, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, que j'ai fait ces bouquins, parce que si je vous dis vous avez un produit, si vous savez que vous avez un produit que vous aimez, qui vous fait des sensations formidables, et c'est le cas quand on est addict, on aime bien son produit, les fumeurs aiment bien leurs cigarettes, les alcooliques aiment bien leur alcool. Hein. Tiens, il y en a un autre de livre dont je m'inspire beaucoup, mais du coup, Madame de Staël, vous avez le traité des passions? Ça aussi, c'est pour mes cours. J'apprends à mes étudiants l'addiction avec le traité des passions de Madame de Staël. L'addiction, c'est une passion. C'est une passion détournée, au lieu d'avoir une passion sur un être, sur une histoire, c'est une passion pour un produit. Mon sujet, c'est de faire ce que j'appelle de la thérapie par concurrence. Je fais le pari avec ceux qui arrêtent de fumer avec moi ou qui arrêtent de boire avec moi, qu'on va chercher ensemble des expériences positives qui vont pouvoir faire à la place.
Si ce que je vous propose, c'est l'ascèse, plus rien, une vie triste, plus de choses, voilà, évidemment, ça ne marche pas. Si on est capable, tous ensemble, de trouver des expériences positives qui vont remplacer la passion addictive, et ça marche vraiment, c'est vraiment sur ce mode-là aujourd'hui que s'envisage l'addiction, pas sur le mode de l'interdiction, pas sur le mode de la culpabilité, mais vraiment sur le mode du pari, un peu comme ce bouquin, essayez les expériences de bonne humeur, vous m'en direz des nouvelles, essayez une vie sans cigarette, essayez ne serait-ce que 15 jours à un mois, vous allez voir ce qui va se passer. Tentez avec moi cette aventure-là, et tentez ce que vous allez pouvoir faire de positif à l'arrêt de la cigarette, et puis accessoirement, ce que vous allez gagner. Je suis en train de convaincre une dame, là, elle est en train d'hésiter, elle demande à sa copine si elle va arrêter ou pas. Ça y est, vous vous demandez? Non. Vous voulez pas tenter? J'arrive pas. Comment? Ah, mais il faut tenter. On va essayer. Les effets sont souvent négatifs. Eh bien, les premiers effets, pas forcément, mais là, on va pas, voilà, pas forcément. Justement, on a une sorte de vécu de l'addictologie sur le mode de l'interdiction ou sur le mode de la contrainte. Moi, je pense qu'il faut être capable de trouver des choses où on réinvestit d'autres domaines de vie qui s'ouvrent justement quand on n'a pas de premier. Oui, moi j'avais une question qui peut-être à sourire, c'est est-ce qu'il y a des études sur la potentialité à être de bonne humeur entre les gauchers et les droitiers, sachant que les gauchers c'est une minorité. Voilà, les gauchers s'adaptant souvent à certaines choses, qui ne sont pas faites pour eux de prime abord. Voilà, ça a plu, il y a déjà. Il y a des études là-dessus. En tout cas, il y a des études sur différences gauchers, droitiers et émotions. Notamment, on fait des choses avec ce qu'on appelle des écoutes dichotiques, c'est-à-dire on fait entendre un son, ceux qui vont l'entendre plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est plutôt des études de dominance cérébrale, parce que la dominance cérébrale, c'est pas forcément le fait d'être gaucher ou droitier, il y a des choses. Aujourd'hui, ce sont des travaux, je vais dire, très embryonnaires, c'est pas complètement évident, mais pour le dire un peu simplement, c'est pas mal d'être gaucher, quoi. Enfin, voilà. Déjà au tennis, ils nous mettent la pilée parce qu'ils servent devant. Moi, c'était plus une remarque par rapport à ce que vous disiez pour arrêter de fumer et avec la phrase de Jules Renard. C'était Jules Renard qui parle de l'histoire du combat. Moi, ça me plaît pas du tout. Il disait... Le pessimisme, oui. Parce que ça revient, si on combat quelque chose, ça prend toute la place et en général, c'est pas un bon moyen de contre. Oui. Donc, ça rejoint ce que vous disiez, que trouver des choses positives à la place. Bien sûr, non, je suis d'accord. Tout à fait. Non, mais... C'est tout. Il y avait quelqu'un ici. Ah oui, voilà. Derrière vous, c'est déplacé. Il y a un phénomène qui m'interpelle beaucoup, c'est que dans les propos sur le bonheur de Alain, comme dans ce que vous voulez nous expliquer, ce sont des choses très simples à mettre en place qui ne prennent pas beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir cette discipline? Moi, j'ai un exemple, je prends des cours de tai chi, j'avais une sciatique horrible. Pendant 1 an, j'ai fait tous les jours mes mouvements de tai chi, et je me chatouillais les pieds à la fin de l'année. Et les années suivantes, le tai chi, je l'ai toujours 1 fois par semaine, mais je ne le fais pas régulièrement parce que je ne souffre plus. Pourquoi certaines personnes ont-elles une telle difficulté pour une discipline qui ne demanderait pas tellement d'efforts? Oui, non, vous avez entièrement raison. D'abord, on est tous un peu procrastinateurs, on a tous spontanément tendance à ne pas faire ce qui est bon pour nous, pareil. Hein. Mais il y a une autre chose qui est une chose peut-être plus théorique, qui est très française, c'est que nous avons en France un génie de la complexité. On adore les livres de psychologie avec plein d'imparfaits du subjonctif, plein de choses hyper compliquées. On se dit qu'un mec complètement incompréhensible peut être que savant. Hein. Dans notre champ, il y en a plein des comme ça.
on ne comprend rien, on se demande s'il faut des sous-titres pour comprendre ce qui est dans ce champ-là. On se dit là forcément il a dû beaucoup réfléchir. Ce qui est très différent par exemple de l'approche anglo-saxonne. Au fond, l'idée que des choses simples puissent agir est un peu contre des siècles de philosophie et de réflexion extrêmement complexes. Notre bon sens médical, il est complètement... Voilà, il y a en plus le génie et la passion française pour la complexité. Il y en a plein sur votre site, j'ai regardé, il y en a, j'ai pas tout compris. Hein. Je sais qu'il y a Miguel Benassayag, non, dites pas de nom, regarde des amis. Mais ils sont quand même passionnants. Certains livres sont clairs, d'autres pas. Bonsoir. J'ai une remarque par rapport à votre intervention qui est très axée sur des actions individuelles. Et moi, par expérience, je trouve que le partage est très important, et notamment en musique, parce qu'en musique, pour ceux qui viennent de commencer, il y a la technique et tout ça, mais très vite on tourne en rond. Donc ce qui est très important, c'est de jouer avec d'autres, d'échanger. Alors je parle de la musique, mais je pense que c'est valable dans tous les domaines. Ça c'est une première chose. Et après, j'aurai une expérience. Non, mais dites-nous. Une question. En tant qu'addictologue, et on parle beaucoup aussi d'un autre produit actuellement qui est le sucre. Est-ce que vous réalisez aussi des travaux sur ce produit et sur les effets, notamment des sédents au niveau du... Oui. Alors, deux choses sur le groupe, oui, hein, j'ai pas pu tout parler de tout, j'en parle évidemment dans le bouquin, on ne peut pas tout faire, mais je suis complètement d'accord, hein, la dimension de groupe, la dimension d'engagement, ce qu'on fait là, de construire du lien social, d'avoir, c'est essentiel, y compris d'ailleurs avec des rationnels aujourd'hui neurobiologiques, autour de l'ocytocine, autour des neurones miroirs, donc là aussi, voilà, je ne peux pas vous accabler sur toutes les données, mais absolument, hein, j'allais dire même un cerveau heureux est un cerveau en interaction. Sur le sujet du sucre, il y a deux choses. Il y a quelques données quand même sur sucre et bonne humeur qui montrent que les sucres rapides créent assez vite, quand on en prend trop, des états d'hypoglycémie après, qui sont plutôt des états de malaise. Donc on est plutôt de meilleure humeur, pour le dire un peu simplement, c'est un peu faux, mais pas tant que ça, avec des sucres lents qui ne vont pas vous faire des pics d'hyper et d'hypoglycémie. Les ados qui se chargent au soda sont pas forcément développent une espèce de d'irritabilité, de moments de malaise à distance de la consommation du sucre. Ça, c'est les premières choses. Sur l'addiction au sucre, j'ai tendance à trouver plus grave la cigarette et l'alcool quand même, si vous voulez. S'il fallait arrêter des choses d'abord, je préférerais quand même qu'on arrête d'abord l'alcool et le tabac que le sucre. Mais il y a quelque chose au niveau du sucre, pas au même niveau de gravité en santé publique, mais très clairement quelque chose. Oui. Bonsoir. Donc, j'aimerais bien parler de ma maladie. J'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous allez diagnostiquer? Est-ce que c'est une maladie ou pas? J'ai besoin de regarder des films drôles. J'ai besoin de regarder des films drôles tout le temps. Donc, et je fais rigoler tout le monde. Est-ce que c'est une maladie? Non, c'est très bien. C'est une maladie qu'il faut garder, celle-là. Mais j'en parle dans le livre, ça s'appelle la gélotophobie. Il y a un chapitre là-dessus. Et par contre, justement, parce que là, de suite, j'avais pas mal de deuil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout le temps, je suis très, très reconnaissante. Et donc, peut-être j'aimerais bien d'être toujours positive et de faire un petit peu les autres. Qu'est-ce que vous avez vécu avant son usine aussi? Oui, c'est ça. D'autres questions de ce côté-là? Là-bas. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir si en thérapie vous utilisez la musicothérapie. J'ai été hospitalisée il y a une dizaine d'années et l'épisode de musicothérapie m'a énormément aidée, notamment au niveau du démarrage d'une psychanalyse. Oui. Donc c'était une musicothérapie dans le noir,
Et ensuite, on rallumait la lumière et on dessinait. Et à partir du dessin, il y avait la thérapie qui commençait. Voilà. Je voulais savoir si vous pratiquiez cela dans vos unités. Voilà. Merci, oui, c'est très très bien la musicothérapie. C'est pour ça que je propose des listes de musique. Si je vous raconte la situation de l'hôpital public, elle n'est pas forcément toujours très simple. J'ai pas les budgets dans mon service pour engager un musicothérapeute. La réalité, vous savez, on dit toujours qu'à l'hôpital on est trop dépensier, on dépense l'argent public, etc. Il faudra qu'on fasse plus de soins avec moins de personnel, etc. C'est ce qu'on nous demande tous les ans. Donc ces emplois-là, si je pouvais recruter un musicothérapeute, je le ferais très volontiers. J'en suis aujourd'hui et j'y arrive d'ailleurs, mais à avoir les seuils de sécurité du nombre d'infirmiers par soigné, etc. Donc malheureusement pas. Mais c'est probablement des structures plus de thérapie privée qu'ils proposent. Voilà. Mais indépendamment d'un musicothérapeute, on peut aujourd'hui avoir accès à beaucoup de musique via des playlists, par exemple comme j'en propose. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez. Juste une petite dernière. Est-ce que c'est toujours facile d'établir la limite entre le besoin et l'addiction? C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a besoin de travailler, quand est-ce qu'on passe du côté de l'addiction? Quand c'est toxique. Moi je ne suis pas là pour dire qu'il y a des bons et des mauvais désirs, des bons et des mauvais besoins. Quand on souffre, quand on fait souffrir l'autre. Et d'ailleurs c'est comme ça que les classifications médicales aujourd'hui ne parlent même plus d'addiction. Elles parlent de gens qui ont ou pas des troubles liés à l'expression d'un besoin. Donc au fond, restons sur quelque chose de simple. Quand quelqu'un est parfaitement heureux, ne souffre pas physiquement, ne se met pas en danger et ne met pas en danger son entourage, au nom de quoi serions-nous normatifs sur un besoin? Quand il commence à y avoir une souffrance, soit de l'entourage, soit de l'organisme, soit une exposition à des facteurs de risque somatique, là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du dommage. C'est vraiment comme ça, sinon on va devenir une espèce de logique un peu ce qui est autorisé et pas, avec le médecin disant ça vous avez le droit de le faire madame, ça pas, et ça c'est pas possible.